Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 2 décembre 2018, après les terribles échauffourées qui se sont déroulées hier à Paris. Alors j'ai fait 3 lives hier, et le troisième live, nous avons été, ou le deuxième, je ne sais plus, peu importe, nous avons été attaqués par quelques trolls qui ont mis des grossièretés, qui ont insulté, qui ont embêté un petit peu le monde. Et tout le monde me demandait de les retirer. Donc je ne peux pas gérer le chat pendant que je vous parle. C'est impossible. C'est pourquoi cette capsule est un faux live. C'est-à-dire que je l'enregistre avant, mais je la diffuserai et vous pourrez vous exprimer. Et là, je pourrai effectivement nous débarrasser de ces trolls immédiatement déjà, à jamais. Bon, ils changent de nom, ils reviennent. C'est pas grave. Et je pourrais répondre à certaines personnes par rapport aux questions. Bon, si elles sont intelligentes, hein, parce que si c'est des questions débiles qui sont posées par ces trolls, parce que c'est eux qui les posent, je ne réponds pas. On ne va pas perdre de temps. Nous avons mieux à faire dans cette France de la fourberie et du mensonge qui est manipulée par un être détestable qui se prétend le président des Français alors qu'il ne représente que 8% peut-être des Français, pas davantage. Je voulais vous dire que nous sommes, nous tous, nous qui sommes gilets jaunes, nous sommes tous les défenseurs des valeurs de la tolérance, de la justice et de la vérité. C'est pour cela que nous sommes français et que nous faisons ce travail d'information citoyen. Parce que nous sommes aussi le fruit de notre culture, même si on en a une double. Hier, je vous parlais d'Émile Zola. Pourquoi? Alors, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires, c'est un franc-maçon. Vous voulez garder, je m'en fiche. Franc-maçon ou pas, c'est quand même lui qui a écrit J'accuse. C'est pas vous. C'est toujours facile de critiquer, d'attaquer les artistes, les auteurs, les grands auteurs surtout, qui ont marqué notre culture et qui ont marqué la culture du monde entier, parce que J'accuse est un texte de 15 pages qui a été publié dans l'Aurore en 1898 et que le monde entier connaît. Donc, soyons intelligents, ne laissons pas les imbéciles prendre le pas sur l'histoire et sur notre histoire. Alors je vais vous lire un tout petit passage là de qui est Émile Zola, ce qu'il a fait. En mars 1898, Zola est photographié par Nadar, Nadar qui est le grand photographe du 19e siècle, enfin le plus connu en tous les cas, dans l'attitude qui évoque la conclusion de J'accuse. J'attends, j'accuse. Et le titre d'un article rédigé par Émile Zola au cours de l'affaire Dreyfus est publié dans le journal L'Aurore du 13 janvier 1998 sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République française, Félix Faure. En 1894, Alfred Dreyfus, officier français d'état-major d'origine alsacienne et d'obédience judaïque, accusé à tort d'avoir livré des documents à l'Allemagne, est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et expédié sur l'île du Diable en Guyane française. Sa famille organise sa défense et le véritable traître est identifié en novembre 1897. C'est le commandant Valsin Esterhazy, fait reconnu par le lieutenant-colonel Georges Picquart, chef du service des renseignements militaires. Mais Picquart est limogé par l'état-major, manœuvre visant à empêcher toute reprise judiciaire de l'affaire. Malgré tout, l'élargissement du soutien à Dreyfus qui s'ensuit oblige l'état-major à faire comparaître le commandant Esterhazy en conseil de guerre. Il est acquitté à l'unanimité le 11 janvier 1888. Évidemment, il fallait masquer le scandale. C'est ce verdict scandaleux qui pousse Émile Zola à intervenir de façon très forte, en s'exposant personnellement à des poursuites en cour d'assises, devant un tribunal civil et non militaire, en lançant par voie de presse des accusations nominatives contre 10 acteurs de l'affaire, dont le ministre de la Guerre et le chef d'état-major de l'armée. Le romancier sait qu'il se met sous la coupe de la loi de la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Il l'écrit même à la fin de son texte. Zola comparaît effectivement au mois de février 1898
bien que le président de la Cour interdise de parler de l'affaire Dreyfus, plus de 100 témoins parviennent à s'exprimer. Zola est condamné au maximum de la peine et s'exile à Londres. Mais le procès a mis au grand jour les failles de l'accusation contre Alfred Dreyfus, ce qui a pour conséquence, quelques mois plus tard, la révision de son cas, procès de Rennes en 1899, suivi de sa grâce immédiate et de sa réhabilitation par la Cour de cassation en 1906. J'accuse l'article d'Émile Zola au travers de son engagement et en raison des résultats obtenus, est donc le symbole de l'éloquence oratoire et du pouvoir de la presse mis au service de la défense d'un homme et de la vérité, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Alors, j'aurais pu vous lire j'accuse. Mais j'ai... je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai eu l'idée plutôt de réinterpréter une partie de j'accuse, mais je vous assure que 90% du texte est de Zola. Je n'ai fait que rajouter une phrase, deux phrases, des par-ci, par-là. Et vous allez voir que c'est quand même un texte extrêmement actuel. Et surtout, après ce que nous avons vécu hier. Ensuite, on reprendra notre petite revue de presse, à savoir que une grande partie des témoignages vidéo que j'ai postés sur Facebook hier, montrant la collaboration des forces de l'ordre se déguisant en gilets jaunes pour prendre la place des gilets jaunes et semer le trouble et le chaos sur les ordres de qui est le patron de ces gens-là, si ce n'est M. Macron et M. Castaner. Ce sont des questions que je pose, je n'accuse pas, je ne peux pas le faire. Tant que ces gens-là ne témoignent pas, on ne peut pas accuser malheureusement. Mais étrangement, ces vidéos disparaissent. Sans doute essayent-ils de nous attaquer en justice pour diffamation, mais sachez, messieurs du gouvernement, que toutes ces vidéos sont sauvegardées sur des disques durs, et c'est pas chez moi qu'elles sont, donc vous ne les trouverez pas chez moi, mais elles sont ailleurs. Ce qui est par d'autres. Vous savez, on est une chaîne citoyenne. Et si c'est pas chez l'un, c'est chez l'autre. Donc vous ne pourrez pas aller chez tout le monde. Nous allons commencer. Alors j'ai lu le texte à Louloute qui ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler aujourd'hui parce qu'elle est révoltée. Elle est révoltée par ce qui se passe. Et elle m'a dit, lis-le moins vite. Je vais essayer. J'accuse. Lettre à M. Félix Faure, président de la République. Ça, c'est le titre original. Moi, je vous dis lettre à M. Emmanuel Macron, président de la République. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous ne me ferez jamais, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous n'êtes pas sorti sain et sauf des basses calomnies. Et si vous avez conquis les cœurs, vous récoltez aujourd'hui les crachats du peuple. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de votre mauvaise politique, faussement patriotique, que l'alliance avec les forces obscures a été pour la France les prémices de son achèvement. Et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire des Gilets jaunes. Vous levez un conseil d'urgence, sorte de conseil de guerre, pour oser acquitter vos chiens enragés, vos CRS devant et derrière la foule pacifique, ceux-là en costume de chevalier du fiel et les autres imitant les manifestants pacifiques, dans un soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Vous, avec votre prédécesseur, avez stigmatisé Bachar el-Assad sur sa prétendue attaque de gaz sur son peuple, et vous ordonnez de gazer les gilets jaunes sans commune mesure sur le peuple de Paris et de toute la France.
C'est votre manière de négocier avec le peuple, et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire. Si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être votre complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays, le premier exploitant de la misère citoyenne, vous qui confondez traîtrise nationale avec profit, vous qui vous moquez de ce peuple si charitable qui crève de faim. La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation des Gilets jaunes. Un homme néfaste a tout mené. Il a tout fait. C'est votre serviteur amoureux. Nous l'appellerons le valet de pique, car il pique le cœur en faisant un carreau, alors simple ministre. Il est l'affaire Gilets jaunes tout entière. On ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent de nuit des preuves accablantes, comme celles que vous effacez des réseaux sociaux pour ne pas impliquer votre police criminelle se rendant complice de crimes d'État. C'est lui qui imagina le drame des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, qui signe votre chute, Monsieur le Président. C'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glace. C'est lui que les commandants de gendarmerie nous représentent armés d'une lanterne sourde, voulant se faire introduire près des accusés endormis, pour projeter sur leur visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi leur crime dans les mois du réveil. Et je n'ai pas à tout dire. Qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le ministre de l'Intérieur de votre bouge à orgie et à sacrifice d'enfants, chargé d'instruire l'affaire des Gilets jaunes comme officier judiciaire, est dans l'ordre des dates et des responsabilités le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été commise contre le peuple. Le plan de destruction accusatoire était depuis quelque temps déjà entre vos mains pleines de foutre et de sang. À force de voler l'énergie de ces enfants disparus et jetés dans les charniers de la République, vous aurez à répondre de ces crimes rendus muets par votre armée de fantômes criminels à l'esprit vide de tout amour pour la patrie. Cette patrie, ma France, que je défends et que je défendrai jusqu'à la mort. Des fuites ont lieu, des médiums ont parlé, ils ont fait parler les morts, Monsieur le Président au sourire carnassier, les policiers suicidés qui ont vu la vérité de vos actes et que vous avez éliminés. Mais pourquoi votre gouvernement reste-t-il muet? Vos ministres sont-ils à ce point corrompus et complices de vos crimes de non-humains? On devrait chercher au palais de l'Élysée, à Versailles, on examinerait les écritures, ce serait comme une affaire de famille. Un traître à surprendre dans les bureaux mêmes pour l'en expulser. Et sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant de votre parti, traître à la patrie, entre en scène, dès qu'un premier soupçon tombe sur les Gilets jaunes. À partir de ce moment, c'est lui qui a inventé l'affaire qui devient son affaire. Il se fait fort de confondre le peuple, de la mener à des aveux complets sur des crimes qu'il n'a pas commis. Il y a bien votre ministre de la guerre, le général Poissard, dont l'intelligence semble médiocre.
Il y a bien le chef de l'état-major, le général de l'hyposulfite de soufre, qui paraît avoir cédé à sa passion de la boxe-taille, et le sous-chef de l'état-major, le général Consent de loin le Purin, dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais au fond, il n'y a d'abord que le commandant de votre parti, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s'occupe aussi de spiritisme, d'occultisme. Il converse avec les esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis les malheureux enfants de France, les pièges dans lesquels il les a fait tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante. Ah, cette première affaire, elle est un cauchemar pour qui la connaît dans ses détails vrais. Le commandant de votre parti confond les gilets jaunes, et il les met au secret. Il court voir la République, la terrorise, lui dit que si elle parle, ses enfants gilets jaunes seront perdus. Pendant ce temps, les malheureux s'arrachaient la chair, hurlaient leur innocence face à une justice corrompue par vos soins, Monsieur le Président, vous qui lui avez ordonné de surveiller et punir sans pitié pour effacer la vérité. Et l'instruction se fait ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu des mystères de Paris, qui fait qu'Eugène sue dans la salle des pas perdus, avec une complication d'expédients farouches. Tout cela basé sur une seule charge enfantine, cette manigance imbécile qui n'était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries. Car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur face aux témoignages vidéo filmés sur place par d'autres gilets jaunes. Si, j'insiste, c'est que l'œuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations des commandants du gouvernement Macron, comment les généraux de Matignon ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur de jugement qu'ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc, de leur part, que de l'incurie et de l'inintelligence. Tout au plus les sent-on céder aux passions politicardes du milieu et aux préjugés de l'esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise, l'incurie et le meurtre d'un peuple en souffrance. Mais voici les gilets jaunes devant le Conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur Macron jusqu'à Notre-Dame de Paris, qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. N'est-ce pas dans les sous-sols de Notre-Dame, Monsieur le Président, que vous et vos amis vous retrouvez pour sacrifier nos enfants dans des orgies sirupeuses au goût de serpents antédiluviens? La nation est frappée de stupeur. On chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire. Et naturellement, la nation s'incline. Il n'y a pas de châtiment assez sévère. Elle applaudira à la dégradation publique. Elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos? Non, il n'y a eu derrière que les imaginations romanesques et démentes d'un jeune président décadent. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons, celui de la ruine économique de la France. Et il suffit pour s'en assurer d'étudier attentivement l'acte d'accusation lu devant le Conseil des ministres. Ah, le néant de cet acte d'accusation! Qu'un peuple gilet jaune ait pu être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bondisse d'indignation et crie leur révolte en pensant à l'expiation démesurée, là-bas, à l'île du diable. Le gilet jaune sait les manigances. Crime! On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime! Il va parfois dans sa région d'origine. Crime! Il est laborieux, il a le souci de tout savoir. Crime! Il ne se trouble pas. Crime!
Il se trouble, crime, et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide. On nous avait parlé de 14 chefs d'accusation, nous n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du gouvernement et de son ministère de l'Intérieur. Et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux a été bousculé militairement, parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de 23 ministres et secrétaires d'État qui étaient venus accabler les Gilets jaunes de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne les avaient pas chargés. Et il est à remarquer en outre que tous appartenaient au bureau du ministère de l'Intérieur. C'est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s'en souvenir. Le ministère Castaner a voulu le procès, l'a jugé, et il vient de le juger une seconde fois. Donc, il ne restait que les véritables faits de légitime défense, sur lesquels les experts ne s'étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du Conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l'on comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence d'une pièce secrète, accablante, la pièce qu'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance. Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes et où il est parlé d'un certain C, qui devient trop exigeant. Quelques maris sans doute trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain. Non, non, c'est un mensonge. Et cela est d'autant plus odieux et cynique qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. Voilà donc, Monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise. Et les preuves morales, la situation de fortune des Gilets jaunes, l'absence de motifs, leur continuel cri d'innocence, achèvent de les montrer comme des victimes des extraordinaires imaginations de votre équipe de bras cassés, malveillants, pervers, du milieu politique, banquier, économique, où il se trouvait de la chasse aux salles jaunes qui déshonorent notre époque. En portant ces accusations, c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Librement interprété de J'accuse d'Émile Zola. Alors vous pouvez trouver J'accuse d'Émile Zola sur atramanta.net. Vous aurez le texte original complet. Ouh. C'est tellement actuel, c'est tellement vrai. À présent, j'ai lu la presse étrangère, tôt le matin. J'ai le sentiment que les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Et quand je dis rien, c'est rien du tout. Ils ne voient pas la vérité, ils croient que les Français manifestent pour le prix du gasoil. Ils croient que la France se réveille uniquement pour le prix du gasoil. C'est dire le niveau intellectuel ou le contrôle de la presse par une oligarchie internationale qui ne veut pas que les choses se sachent. Alors on va recommencer notre petit exercice de revue de presse, car elle est nécessaire, puisque Le dialogue est
va essayer d'expliquer au gouvernement. Voilà Maxime. D'expliquer au gouvernement qu'on voulait plus de ce gouvernement. Les gens ont donné leur avis. Il faut pas Pardon. oublier une chose. On parle souvent de démocratie où le président a été élu. Ouais, apparemment 18,6% de la population a voté pour lui. Alors que 84% des gens aujourd'hui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un malaise quelque part. Après, c'est pas moi l'expert. Si eux ne sont pas capables de réfléchir, eh ben, c'est eux. Là aujourd'hui, les blessés qu'il y a, c'est leur ignorance. Ouais, mais pourtant, quand on regarde les chiffres de la préfecture, ils nous annoncent tous les jours qu'il y a de moins en moins de manifestants. Et donc vous avez la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moins en moins de manifestants. Depuis le début, on vous donne des informations, je sais que vous êtes journaliste, Ah vous merde. travaillez comme il faut. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème. Les informations que les préfectures vous donnent. Il y a un problème de son. Vous n'avez pas entendu, c'est ça? Bah écoutez, on va regarder. On va regarder live. Pourtant, si. Ah si. Il y a du son. Donc vous avez entendu. Ah, excusez-moi. Parce que j'ai pas de retour son, c'est pour ça. Ah, c'est du bricolage, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Excusez-moi. Je vais reprendre notre ami Maxime. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Oui, c'est mieux. C'est de vérifier les informations que les préfectures vous donnent. Parce qu'on voit souvent des bannières aussi marquées selon la préfecture 8000 manifestants. Vous constatez par vous-même. Et dans tous les bureaux dans lesquels j'ai passé, toutes les chaînes de télé où je suis passé, où j'ai discuté après hors antenne avec les journalistes, ils ont tous peur. Même vous, je vois votre visage, vous avez peur. Et c'est la préfecture qui vous dit qu'il y a 8000 manifestants et que des casseurs. Regardez les gens. Vous le voyez par vous-même. Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de casseurs aussi. Vous condamnez clairement ces violences? Tout le monde condamne ces violences. Mais le problème, c'est que dans un mouvement comme ça, et dans la colère des gens, il y aura toujours ce genre de choses. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, manifestations pacifistes ou pas pacifistes, dans toutes les manifestations, il y a de la violence. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont là pour en découdre et qui, je sais pas, ils réfléchissent pas, et parce qu'il y en a qui répondent à l'agression des forces de l'ordre. Combien de temps vous allez être mobilisés encore? Jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Je vous dis ce que les gens disent, hein. Jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Ça veut dire que ça peut durer 6 mois, Voilà. 2 jours, 1 an, ça dépend. Voilà Maxime. Merci. Alors une chose qui est très intéressante que j'ai reçue ce matin et qui montre qu'il y a que le président s'attendait, enfin que le gouvernement Macron devait s'attendre inévitablement à ce qui se passait parce que étrangement il y a des voitures qui se trouvaient parce que là on entend la presse qui dit ouais ils ont flambé des voitures c'est grave. Tiens j'ai mon maître qui m'appelle, là, Jean de Pellichy. Je ne peux pas vous répondre, Jean, pour l'instant, je suis en direct. Je l'appellerai après. Eh bien, regardez bien ces images. Regardez ces voitures. Il n'y a aucune plaque d'immatriculation. Aucune. Pas la moindre. Comment se fait-il que, en plein Paris, on laisse des voitures sans la moindre plaque d'immatriculation? Alors là, encore une preuve de policiers déguisés en gilets jaunes qui interpellent les gens qui n'ont rien fait, parce qu'ils préfèrent interpeller les gens qui n'ont rien fait que les casseurs. Pourquoi? Parce que les casseurs sont en général soit des black blocs qui ont été mandatés, ou soit simplement des policiers. Et on dit qu'il n'y a pas de policiers déguisés en gilet jaune. Regardez bien cet homme. D'ailleurs, le fait de dépolluer déjà la rue du mobilier urbain sur les Champs-Élysées, c'est déjà quasiment du jamais vu sur la préfecture de police. Regardez bien cet homme, gilet jaune. L'approche qui est à mon sens positive dans la disposition. Soi-disant. Ensuite, nous, on demande bien sûr... Voilà. Voilà, encore une chose. Maintenant, je vais vous montrer quand même ce pauvre homme d'une 70 ans qui a reçu, comme d'autres d'ailleurs, un flashball en plein visage. Et on vient nous parler des pauvres flics, mais eux, ils n'ont pas d'armure, il a le visage complètement découpé. Je pense qu'il ne méritait pas ça, et que c'était pas un casseur, vraisemblablement, vu le profil. Macron n'a aucune parole ou pensée pour ces gens-là, regardez. C'est absolument monstrueux. C'est bien jusqu'à ce que... Enfin, je vous montre ça, comme ça, si ça disparaît, ça sera là. Donc, le voilà avec sa fille, à l'hôpital, il va se faire opérer, là. Donc ça, c'est un coup pour la collectivité.
Alors qu'on devrait facturer ça à M. Macron, je crois. M. Castaner. La vraie violence, c'est 9 millions de pauvres, 200 000 SDF, 100 milliards d'évasion fiscale. Il y a un peu plus que 100 milliards, 124 je crois. Bonjour à tous, et là je suis en direct, regardez, attendez, je vais vous montrer, je suis à 100 mètres, même pas 50 mètres de l'Arc de Triomphe. On est considéré comme du bétail, c'est une horreur, c'est... Voilà, là je vois des gilets jaunes qui courent. On a été obligé d'enlever tous nos gilets, tout. On était pacifiques. Je vous jure, on attendait que ça ouvre les grilles. Et d'un seul coup, ils nous sont mis à nous gazer, à nous jeter des bombes dispersion. Partagez un max. Partagez un max parce que je suis sûre que là, les médias, c'est pas du tout ce qu'ils disent on n'a rien fait et on ne sait même plus être humain. Là, je sais pas si je vais vous montrer. Là, même là, je suis à, je sais pas, 200 mètres, 300 mètres de l'arche. Oh. Vous pourrez voir ce témoignage s'il est encore disponible sur ma page, si la police politique de M. Macron et Castaner ne l'ont pas retiré. Vous verrez, c'est très intéressant. Elle montre deux brasseries et ce sont eux, les gilets jaunes, qui ont aidé les propriétaires à ranger le mobilier extérieur. C'est pas les casseurs, hein. C'est pas les flics qui les ont aidés. Alors voilà, une balle de 9 mm qui a été trouvée auprès de l'Arc de Triomphe. Donc quelqu'un a tiré avec un pistolet ou un revolver. Oui, alors... les sapeurs-pompiers de Cholet ont décidé de tourner le dos pendant la cérémonie officielle de la Sainte-Barbe à leur élu, M. Brault, qui est le président du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire. Cette personne est le directeur départemental et n'écoute aucune revendication des pompiers. Alors, pendant la célébration, les pompiers lui ont tourné le dos, tout simplement. C'est pour vous montrer à quel point les élites sont détachées de la réalité. Alors, autre document. On reprend le live là, vite fait. Il y a eu des affrontements violents, laissons-le. Oh la vache, c'est cher. Faut les aider là. Il a tiré là-bas, je crois. Ouais, je sais pas. On a pris des grenades là, ça a été. Il va où le camion là-bas? Attention. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez le camion de police qui écrase les gens, carrément. En direct. Attention. Plusieurs accidents. Les CRS en direct. Assembla. Attention. Attention. Bon, ça tire dans tous les sens, c'est l'horreur absolue. Il a dû se passer quelque chose là-bas. Quand vous regardez ces images, après vous remettez, vous reconsidérez le contenu des déclarations officielles. On ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Est-ce que je peux regarder ça? Non, ça a été supprimé, ça. Aujourd'hui, à Bordeaux, un homme a reçu un coup de flashball de la part des CRS.
Ça a été masqué. Bon, là, ça va vous faire rire. Parmi les CRS, ils ont quand même eu un Mr Bean. Voilà, il se gaze lui-même, le gros malin. C'est très intelligent. C'est montrer le niveau. Prendre une grenade dans la jambe. Notre ami Et je voulais rentrer dans Céleste. ce restaurant, ils veulent même pas m'ouvrir, ces chiens de merde. Je faisais rien de mal et je me suis pris une grenade dans la jambe, ces fils de pute. J'ai trop mal. Voilà, bon, c'est l'émotion et c'est la douleur. Alors là, regardez-les comme ils sont beaux. Les flics, ils ont remis leur brassard de police après avoir foutu le bordel. Ils sont bien en civil, hein. Ils ont pas honte, hein. Ils circulent, pas de problème. Castaner, des explications là-dessus, s'il vous plaît? Je vous en prie, hein. Sentez-vous libre de répondre, hein. Ah, c'est sûr, on peut pas les identifier, là, hein. Si, mais sans les brassards. Là, il y a un sacré troupeau, là. Voilà, un troupeau. Un troupeau de casseurs officiels. Monsieur, bonsoir. Bon, ça, c'est une vidéo que je vous encourage à voir. Dans Cap sur l'Elysée. C'est sur ma page Facebook. Premier tour de la présidentielle. Emmanuel Ça avait été Macron fait en tête du sondage Harris devant pendant Sandra les Rousseff, élections. 20 points. Depuis le début de la campagne. Bah, regardez, c'est très intéressant. C'est Des médias, alors que les affaires s'abattaient. vous regarderez sur ma page Facebook. Bon, les poids lourds appellent à une mobilisation générale. Un garçon très bien. Bonjour à Sébastien Rance, ancien militaire. Je fais comme tout le monde, hein, je fais ma petite vidéo. Donc ce message s'adresse bien entendu à l'ensemble des Français, mais plus particulièrement aux militaires. Donc quand je dis militaires, j'entends par là les militaires d'actifs, les gendarmes, les réservistes, les vétérans, les anciens combattants et tous ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Sébastien, j'ai servi 8 ans dans l'infanterie. Au cours de ces 8 années, j'ai vécu 6 déploiements en opération extérieure, plus bien sûr tout un tas de petits vigipirates et tout ça, quoi. Donc je suis parti 3 fois au Liban, je suis allé en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique. C'est lourd. Et voilà, alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Je vous dis ça parce que très naïvement, quand je me suis engagé à 17 ans et demi, je pensais, en étant un soldat de la France, que j'allais défendre mon pays, défendre mon drapeau, défendre mon peuple. Voilà, j'étais fier de tout ça, j'étais vraiment très très fier de tout ça. Et lentement mais sûrement, j'ai un petit peu déchanté pour en arriver à la conclusion à la fin qu'en fait je ne servais pas mon pays et mon peuple, mais je servais ni plus ni moins que les intérêts commerciaux du gouvernement, de l'État et des gens qui les manipulent. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un message donc, à tous les soldats de France. Je ne peux, et je ne le ferai pas, je ne peux vous appeler à la révolte. Je ne peux en aucun cas vous dire « Allez, coup d'État les gars, on retourne le gouvernement ». Je risquerai certainement des grosses poursuites judiciaires pour ça. Par contre, je peux et je vais vous appeler à la réflexion. Ça, je peux le faire. On dit toujours, le soldat, il n'est pas là pour réfléchir, machin, mais c'est totalement faux. Tout comme un CRS, la base du métier de soldat, c'est le discernement. C'est-à-dire que, qui est en face de moi? Qui est en face de moi? Est-ce un ennemi ou est-ce un ami? Me veut-il du bien, me veut-il du mal? Qui est l'ennemi? Est-il devant? Est-il derrière? Est-il au-dessus de moi? Le discernement. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de servir les intérêts du gouvernement, notamment pour les simples bonnes raisons que ce gouvernement m'écrase, m'opprime et me manque de respect tous les jours. La télé est allumée, je viens de voir Castacouille et l'autre grand pingouin là, il nous chie dessus quoi, ouvertement, il n'y a plus de respect quoi. Il n'y a plus de respect, les médias c'est pareil. Donc voilà, moi aujourd'hui je veux servir les intérêts de mon peuple. Alors je vous encourage à regarder cette vidéo de Sébastien Rance qui rappelle les devoirs des soldats.
Et le devoir de soldat, c'est de défendre le peuple, essentiellement. Et pas de défendre les monuments nationaux, comme veut le faire le président Macron. Alors lui, c'est vraiment le détournement des intentions, le détournement du langage, c'est la novlangue, c'est épouvantable. Et il veut appeler l'armée pour cela. Bon, je résiste pas à vous remonter ça parce que ça me dégoûte. Voilà comment traite la police les manifestants pacifistes. Voilà. Donc, on a fait notre petite revue de presse. L'armée n'a pas à défendre les monuments historiques que, éventuellement, le gouvernement a organisé le tagage et la destruction, parce que, comme le disait Maxime tout à l'heure, tout le monde est contre cela, mais moi j'ai assisté à un direct hier matin où ils étaient tous à l'Arc de Triomphe et il y avait des gilets jaunes qui étaient à genoux devant la flamme du soldat inconnu. Et ils l'ont protégé. Ils étaient là. Ils ont été chassés à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Alors après qu'il y ait eu ces casseurs, et d'ailleurs comme me l'a dit un ami alsacien, il m'a dit, si tu remarques bien, les casseurs, ils sont tous habillés pareil, toujours en noir au-dessus, avec une cagoule noire de type militaire que tous les soldats, que tous les CRS ont, c'est la même cagoule, c'est le même type de vêtements, systématiquement. Et il dit, si c'était de la racaille de banlieue, ils auraient plutôt des vêtements avec des marques, des joggings, c'est comme on les reconnaît d'habitude, c'est des reconnaissances sociales. Là, ils sont tous habillés pareil. Vous avez vu hier ce que je vous ai montré, et aujourd'hui, souvenez-vous, lorsque je vous montrais les flics déguisés en gilets jaunes qui étaient eux-mêmes expulsés par les gilets jaunes dans la rue. Ils étaient au nombre de 10 au minimum. Alors évidemment, ça, ils ont supprimé. Est-ce qu'ils ont supprimé sur ma page? Je vais vous le dire tout de suite, parce que on vous demande pas votre avis. Hein. Les vidéos dégagent sans qu'on vous demande rien. Ça, c'est la collaboration Facebook, Google et Macron. C'est pas possible autrement. Ils ont reçu des ordres, les ordres de la collaboration, et ça reste même pas 24 heures. Bon, Mr Bean, on l'a vu, c'est bien. Pourriez pas en avoir davantage des Mr Bean chez vous, hein, la police? Parce que ça suffit de massacrer le peuple sans défense. Ça suffit. Vous faites tout pour les provoquer, et je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement patients, les gilets jaunes. Ils sont bien plus patients que vous l'imaginez. Et là... Ah oui, ça c'est très très bon, ça. Ça c'est très très bon. Ça c'est exceptionnel. Réactivez le son. Des CRS qui rentrent dans un restaurant, et il y a des gilets jaunes qui sont en train de manger et de boire, et qui sont sortis violemment. Ah ça c'est un chef-d'œuvre. Dans un resto, hein. Voilà, là ça filme plus parce que... Mais vous êtes sérieux ou pas? C'est quoi ça? Mais je vais pas sortir. C'est honteux. Mais je rêve. Mais je vous ai rien fait, moi. J'ai épuisé, on évacue. Et eux non plus, ils ont rien fait. Eux non plus, ils ont rien fait. Mais lui, c'est parce qu'il est journaliste, et ben il faudrait pas... il faudrait pas. Bah attends, t'es citoyen comme tout le monde, mon vieux, hein, tu fais de l'information, bah tu te fais arrêter comme tout le monde. Hein.
Allez, voilà. Ils me l'ont laissé. Je sais pas pour combien de temps, mais... Regardez-les. On vient là, les flics. Les flics de Monsieur Castaner. Avec des grenades. Donc là, vous avez vu, ces gilets jaunes, comme ils sont violents et agressifs, comme ce sont des gens tellement dangereux, ils ont repéré 10 infiltrés avec des grenades de CRS dans la main pour les envoyer pour provoquer, et ils les ont chassés. Mais si c'était des casseurs, sincèrement, dites-moi, si ça avait été des casseurs, est-ce que, sérieusement, il les aurait laissés partir comme ça? Il leur aurait cassé la figure en disant « à cause de vous, on se fait massacrer, à cause de vous, on n'est plus crédible ». Ben non. C'est là où vous voyez que ces gens-là sont des pacifistes. Ils les ont laissés partir. Ils les ont insultés, d'accord, ils les ont couverts d'opprobre, bien sûr, évidemment, mais comment est-ce qu'on peut traiter autrement ces personnes odieuses, ces collabos d'une dictature en marche? Alors ce matin, j'ai pas envie de le montrer, j'ai pas envie de lui faire de la pub à ce monstre. Ce matin, le président, pour frimer comme d'habitude, parce qu'il sait faire que ça, c'est un coq, hein, c'est un coq de basse-cour. Notre coq national, notre coq de basse-cour national, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a été à Paris, en plein Paris, pour visiter à l'impromptu deux brasseries. Sans doute qu'il voulait boire une bière à l'œil. Hein. Il est assez du genre. Et c'était pas vraiment prévu. Ce qui fait que son parcours a été émargé des démissions Macron, ordures, elles étaient bien tes vacances. Enfin, et puis il y avait sans doute des gens payés, comme quand Sarkozy est venu à Strasbourg, autour de la cathédrale, il n'y avait que des membres de son parti politique, sélectionnés, triés sur le volet. Là, ça doit être un peu pareil, même si ça n'avait pas été déclaré, mais ils n'ont pas pu écarter tous les citoyens. Donc, il s'est fait huer, conspuer. Il n'a pas dit bonjour, parce que si ça avait été un honnête homme, il aurait pu au moins saluer des citoyens gilets jaunes. Il leur a envoyé un petit sourire narquois, là, vous savez, le petit sourire du requin qui veut tout dire, et qui montre son mépris du peuple. Et il s'est occupé que des pauvres commerçants dont le matériel avait été rangé par les gilets jaunes. C'est cool tout ça. Voilà l'aberration de ce système. Voilà là, je me suis pas rasé. L'autre m'a dit que je piquais. Je suis désolé. Désolé. C'est pas grave. Demain, rasage. On rase gratis demain. Bon, allez, c'est un faux live, je le répète. Vous pouvez mettre vos commentaires. Je serai à côté pour regarder et pour virer tous les trolls, tous les infiltrés comme les CRS, les faux gilets jaunes, les CRS déguisés en faux gilets jaunes, comme on a vu. Et j'aimerais des explications en tant que citoyen de la part de M. Castaner et de la part de M. Macron. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est pas du tout une volonté des gilets jaunes. Que ça se sache. Et puis les brassards rouges là, les rouges là, ça suffit. Hein. Ça suffit. Hein. L'enjeu est bien plus important que ce que vous imaginez. Après, vous serez bien content que si les jaunes parviennent à cela, vous serez bien heureux du reste, de ce qui se présentera pour vous. Bon. Je le rappelle, je suis un pacifiste, je n'appelle à aucune révolution, j'appelle simplement au droit à la parole et à la liberté d'expression qui sont bafoués en France devant nous aujourd'hui. Et il faut que ça cesse,
Il faut que nous ayons un chef d'État qui prenne ses responsabilités, qui arrête de travailler pour les banques, qui annule cette dette monstrueuse qui nous ruine et que nous ne pouvons pas assumer. Nous payons seulement les intérêts de la dette. Donc c'est insupportable. Il faut que ce point-là soit un des points les plus importants, parce que dès que nous arrêterons de payer cette fausse dette, eh bien la France pourra respirer à nouveau également. Il y a plein d'autres points. Hein. Il y a plein d'autres points. Il faut que la misère cesse, vous savez ce que j'en pense. Il faut qu'il n'y ait plus de SDF. Il faut que les enfants de France puissent tous manger. Il faut que les 11 vaccins soient supprimés, qu'il n'y ait pas d'obligation vaccinale. Il faut que tout ça cesse pour le bien-être des citoyens de ce pays. Voilà, je vous salue, je vous dis à très très bientôt. Louloute vous embrasse. Elle vous remercie pour vos gentilles paroles. Merci à toutes et à toutes et à tous. Allez, salut.